Sommes-nous déjà terminés? Musée de l'Homme, Paris, janvier 2026. Sous une lumière froide, un crâne de Cro-Magnon repose derrière une vitre. Mâchoire large. Arcade sourcilière marquée. Os robuste. Un visiteur s'arrête. Il se regarde dans le reflet du verre. Même espèce. Même nom scientifique. Homo sapiens. 300 000 ans nous séparent de nos premiers ancêtres anatomiquement modernes. Et pourtant, à première vue, rien n'aurait vraiment changé. Nous marchons debout. Nous parlons. Nous pensons. Alors une idée s'impose, presque naturellement. L'évolution appartient au passé. Comme si, depuis la préhistoire, le corps humain avait atteint sa version définitive. Mais est-ce réellement le cas? Et si, en silence, génération après génération, nos os, nos gènes, notre physiologie continuèrent de se transformer? Et si l'évolution ne s'était pas arrêtée, mais simplement rendue moins visible? Pour le comprendre, il faut quitter les vitrines des musées et observer les preuves laissées dans notre propre biologie. L'évolution ne s'est jamais arrêtée. Croissant fertile. Vers 10 000 avant notre ère. Entre le Tigre et l'Euphrate, dans les vallées qui deviendront plus tard la Mésopotamie, des groupes humains cessent progressivement de suivre les troupeaux sauvages. Ils s'installent, ils cultivent, ils domestiquent. Parmi les premières espèces maîtrisées, la chèvre, puis le mouton, puis les bovins. Le lait devient une ressource nouvelle, abondante, stockable sous forme de fromage ou de yaourt, énergétique. Mais il y a un problème biologique. Chez les mammifères, l'enzyme lactase, celle qui permet de digérer le lactose, diminue fortement après le sevrage. C'est la norme chez l'humain préhistorique. Un adulte ne digère pas le lait frais. Pourtant, plusieurs milliers d'années plus tard, en Europe du Nord comme en Afrique de l'Est, une mutation génétique apparaît et se diffuse. La persistance de la lactase à l'âge adulte. Les études en génétique des populations montrent que cette mutation, notamment la variante Tras910T, associée au gène LCT, a fait l'objet d'une sélection positive puissante. Sa fréquence dépasse aujourd'hui 70 à 90% dans certaines populations d'Europe du Nord, alors qu'elle reste faible dans d'autres régions du monde. En Afrique de l'Est, des mutations différentes produisent le même effet. Capacité à digérer le lait à l'âge adulte. Cas classique de convergence évolutive. Ce phénomène est mesurable, quantifiable, datable. L'analyse de l'ADN ancien montre qu'il y a 5000 à 7000 ans, la majorité des Européens ne possédaient pas encore cette capacité. En quelques millénaires seulement, une échelle très courte en biologie évolutive, la pression culturelle de l'élevage a modifié le génome humain. Ce n'est pas une adaptation préhistorique lointaine, c'est une évolution récente. Si notre système digestif a changé si récemment, qu'en est-il du reste du corps? Car la sédentarisation n'a pas seulement modifié notre alimentation, maladies, épidémies et sélection. Messine, Sicile. Octobre 1347. Des navires génois accostent au port. À bord, des marins fiévreux. Ganglions noirs. Délire. Mort rapide. En quelques mois, la peste se répand le long des routes commerciales. Marseille, Gênes, Florence, Paris, Londres. Entre 1347 et 1352, l'Europe perd environ 30 à 50% de sa population. Certaines villes disparaissent presque entièrement. La maladie est causée par Yersinia pestis, transmise par les puces de rat. Mais au XIVe siècle, personne ne connaît la bactérie. On parle de châtiment divin, d'air corrompu. Pourtant, au niveau biologique, autre chose se produit. Des recherches publiées en 2022 dans Nature ont analysé l'ADN ancien de victimes enterrées avant, pendant et après la peste noire. Les scientifiques ont identifié une variation du gène ERAP2 impliquée dans la réponse immunitaire. Les individus possédant certaines variantes semblaient avoir davantage de chances de survivre à l'infection. Après l'épidémie, la fréquence de ces variantes augmente nettement dans les populations étudiées. La sélection naturelle a opéré en quelques années. Même mécanisme en Afrique subsaharienne, mais sur une échelle plus longue. La mutation responsable de la drépanocytose modifie l'hémoglobine. 2 copies du gène entraînent une maladie grave. Une seule copie, en revanche, offre une protection partielle contre le paludisme. Dans les régions frappées par le paludisme, cette mutation s'est maintenue à des niveaux élevés. Dangereuse lorsqu'elle est héritée des 2 parents, forme SS, protectrice lorsqu'elle n'est transmise que par l'un d'eux, AS, elle illustre un compromis évolutif.
Un coût réel, mais un avantage décisif face à la maladie. Autre exemple, la variole. Des variations génétiques liées aux réponses immunitaires ont été favorisées dans certaines régions exposées pendant des siècles. À chaque fois, le même schéma. Un agent pathogène exerce une pression. Certains profils génétiques survivent davantage. La fréquence des gènes change. L'évolution n'est pas théorique, elle est mesurable dans les cimetières. Mais si les maladies ont façonné nos gènes, que se passe-t-il lorsque la médecine commence à neutraliser ces pressions? À partir du XIXe siècle, un changement radical apparaît. La médecine a-t-elle modifié la sélection? Berkeley, Angleterre. Mai 1796. Edward Jenner inocule à un garçon de 8 ans, James Phipps, du puce prélevé sur une treilleuse atteinte de vaccine. Quelques semaines plus tard, il l'expose à la variole. L'enfant ne développe pas la maladie. Pour la première fois, l'humanité dispose d'un moyen de prévenir une infection mortelle qui, depuis des siècles, façonnait les populations. Londres, 1928. Dans son laboratoire du St. Mary's Hospital, Alexander Fleming observe qu'une moisissure, Penicillium notatum, inhibe la croissance de bactéries sur une boîte de pétri. La pénicilline ouvrira l'ère des antibiotiques. Au XXe siècle, la mortalité infantile chute brutalement en Europe et en Amérique du Nord. Vaccins, antibiotiques, chirurgie, transfusion. Des millions de vies sont sauvées. Biologiquement, cela signifie quelque chose de simple. Des individus qui, auparavant, n'auraient pas atteint l'âge de reproduction survivent désormais et transmettent leurs gènes. Certains chercheurs ont suggéré que la sélection naturelle serait ainsi affaiblie. Mais elle n'est pas supprimée, elle change de forme. Prenons la myopie. Les études épidémiologiques montrent une augmentation spectaculaire en Asie de l'Est au XXe et XXIe siècle, atteignant parfois plus de 80% chez les jeunes adultes urbains. L'environnement, lecture prolongée, écran, vie intérieure, jouent un rôle majeur. Mais des facteurs génétiques interviennent aussi. Autre exemple, la densité osseuse. Les recherches en anthropologie montrent qu'après la transition néolithique, la sédentarisation a été associée à une diminution progressive de la robustesse squelettique par rapport aux chasseurs-cueilleurs. Moins de contraintes mécaniques, moins de densité. Nos mâchoires se sont progressivement réduites, probablement sous l'effet d'une alimentation devenue plus molle et moins exigeante pour la mastication à cause de la cuisson, ce qui a modifié le développement crânio-facial au fil des millénaires. Dans le même temps, l'absence congénitale des dents de sagesse est devenue plus fréquente dans certaines populations. Peut-être parce que ces molaires supplémentaires, autrefois utiles dans un contexte d'usure dentaire importante, sont devenus moins nécessaires, voire problématiques, dans les sociétés modernes. Nos mâchoires réduites laissent parfois trop peu d'espace pour les dents de sagesse, qui peinent à émerger correctement. Dents de sagesse incluses, malposition fréquente. Dans certaines populations, les dents de sagesse disparaissent même dès la naissance. Fait plus surprenant encore, plusieurs études en paléoanthropologie suggèrent que le volume endocrinien moyen des Homo sapiens a légèrement diminué depuis la fin du Paléolithique. De l'ordre de quelques pourcents seulement, rien de spectaculaire, mais suffisant pour rappeler que même le cerveau n'est pas resté strictement identique au cours des derniers millénaires. Cela signifie-t-il que nous sommes moins intelligents? Non. Le volume cérébral n'est pas un indicateur simple de performance cognitive. Pourquoi cette diminution? Les chercheurs débattent encore. Ce que nous savons, c'est qu'elle ne traduit pas un appauvrissement intellectuel, mais une transformation encore mal comprise. Mais cela pose une question plus dérangeante. Si l'organe que nous associons à notre supériorité évolue lui aussi, dans quel sens cette évolution se dirige-t-elle? Tous ces changements dont nous venons de parler ne relèvent pas d'une décadence. Ils traduisent une adaptation à de nouveaux environnements. La médecine modifie les pressions de sélection. L'urbanisation en crée d'autres. La technologie en introduit de nouvelles. Si la sélection naturelle change, vers quoi évoluons-nous maintenant? Car l'évolution ne disparaît pas. Elle se déplace. Les adaptations en cours actuellement. Plateau tibétain. 4000 mètres d'altitude. L'air y contient environ 40% d'oxygène en moins qu'au niveau de la mer. Pour un visiteur venu d'Europe ou d'Asie du Sud, les premiers jours sont difficiles. Essoufflement. Maux de tête. Fatigue. Pourtant, depuis au moins 25 000 ans, des populations humaines vivent durablement sur ces hauts plateaux. Des études génétiques publiées au début des années 2010 ont identifié une variation particulière du gène épacin chez les Tibétains. Ce gène intervient dans la régulation de la réponse à l'hypoxie,
le manque d'oxygène. Contrairement aux habitants des Andes, qui compensent par une augmentation marquée du nombre de globules rouges, les Tibétains présentent une adaptation différente. Leur organisme évite une surproduction de globules rouges, réduisant ainsi les risques cardiovasculaires liés au sang trop épais. Cette variation génétique s'est diffusée rapidement à l'échelle évolutive, en quelques millénaires seulement. Dans les Andes, l'adaptation suit un autre chemin physiologique. En Éthiopie, encore un autre profil. Même contrainte environnementale. Solutions biologiques différentes. L'évolution ne produit pas une seule réponse. Elle explore plusieurs trajectoires. Mais l'environnement moderne ajoute de nouvelles pressions. Le microbiote intestinal, cet ensemble de milliards de micro-organismes vivant en nous, varie considérablement entre populations rurales traditionnelles et populations urbaines industrialisées. L'alimentation transformée, les antibiotiques, l'hygiène modifient profondément cet écosystème interne avec des effets encore étudiés sur l'immunité et le métabolisme. La pollution atmosphérique, l'exposition aux particules fines, les perturbateurs endocriniens influencent la santé respiratoire et hormonale. L'urbanisation modifie les rythmes de vie, le sommeil, l'exposition à la lumière. Le métabolisme humain, façonné pendant des millénaires dans des environnements de rareté, évolue désormais dans un contexte d'abondance calorique permanente. Ces transformations ne sont pas encore toutes fixées génétiquement. Mais elles constituent des pressions. Et pour la première fois dans l'histoire, l'humain pourrait influencer délibérément sa propre évolution. Et c'est là que la question devient civilisationnelle. En résumé, pendant longtemps, nous avons cru que l'évolution appartenait à la préhistoire. Pourtant, il y a quelques milliers d'années seulement, certains humains ont appris à digérer le lait. D'autres ont développé des résistances face aux épidémies. Nos mâchoires ont changé. Et les dents de sagesse, autrefois systématiques, deviennent parfois absentes dès la naissance. Nos os se sont adaptés à la sédentarité. Certaines populations ont appris à respirer l'air raréfié des hautes altitudes. Même le volume moyen de notre cerveau a légèrement diminué depuis la préhistoire, rappelant que rien dans notre biologie, pas même l'organe que nous associons à notre intelligence, n'est totalement figé. L'évolution n'a donc jamais cessé. Elle est simplement devenue moins spectaculaire. Aujourd'hui, elle ne dépend plus seulement du climat ou des microbes. Elle dépend aussi de nos choix médicaux, technologiques, culturels. Alors, une dernière question demeure. Sommes-nous encore façonnés par la nature ? Ou commençons-nous à nous façonner nous-mêmes ? Si ce genre d'exploration historique et anthropologique t'a intéressé, tu peux liker la vidéo, la partager et t'abonner pour continuer à comprendre l'origine fascinante de tout ce qui façonne notre monde.